Et à toutes, je ne vais pas vous parler de dissection sous-muqueuse et autres gestes thérapeutiques. Je ne suis pas assez bon pour le faire, mais on va parler d'un élément qui vous arrive, qui nous arrive, qui sont bien entendu l'arrivée des biosimilaires d'anti-TNF, tant pour l'infliximab que l'adalimumab. Est-ce qu'il y a un intérêt? Quel intérêt nous apportent ces biosimilaires? Il y a un intérêt. Clairement, l'HAS nous a défini ce qu'était un biosimilaire. Vous voyez que contrairement à un générique, c'est un élément que vous devez retenir parce que beaucoup de nos patients croient que ce sont des génériques. C'est une molécule qui est issue du vivant et qui a montré clairement son équivalence par rapport aux biologiques de référence, qui a déjà une AMM et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Voilà la définition de l'HAS. Rapidement, un point pour opposer le générique du biosimilaire, parce qu'aujourd'hui on souffre du générique, avec l'histoire du lévothyrox et autres, les patients ils en parlent, et il y a encore des médecins, voire des pharmaciens qui disent « je vais vous donner le nouveau générique de l'adalimumab ». Alors ça part mal à mon avis si vous commencez à dire ça. En gros le générique c'est un élément chimique, par rapport à un biomédicament où ça démarre, si vous ne le savez pas, d'une cellule souche vivante. Et là, à partir de là, on va faire travailler la cellule souche selon un élément prérequis. Et c'est la cellule souche qui va fabriquer votre anti-TNF. Alors on verra que quelquefois on le fait bien, quelquefois on le fait moins bien, mais on est devant véritablement un biomédicament. Donc on oppose en gros à chaque fois qu'on parle de biomédicaments, d'une part le chimiste qui lui dans son coin fait son générique ou fait son médicament classique, et le biologiste qui a besoin de ces cellules vivantes qui sont différentes en fonction de la drogue que l'on veut inventer. Et par exemple pour le premier qui était le Rémicat qu'on a eu, c'était, vous vous rappelez, des cellules d'hamster chinois qui étaient des éléments qui préparaient l'anti-TNF. Donc deux concepts qui sont complètement opposés et qui nous permettent de dire qu'on ne se lance pas dans un biomédicament comme ça. C'est évident qu'il faut des structures extrêmement puissantes pour pouvoir réellement créer un biomédicament. On ne peut pas le faire dans sa cave seule, alors qu'à la rigueur, on sera un malin chimiste, on pourrait, pourquoi pas, faire un médicament simple. La structure de nos biomédicaments, vous vous en rappelez, elle est faite de polypeptides et elle est faite de glycosylation par moment. Le polypeptide, on sait très bien gérer le polypeptide, on sait le fabriquer, il est toujours identique et globalement, d'un médicament à son biosimilaire, on n'a pas de problème. Le problème de la glycosylation, ça va dépendre de l'étape que va créer la cellule elle-même. Donc c'est un peu comme l'homme. Quand vous demandez à un homme de travailler plus vite que ce qu'il peut, il peut commencer à faire des erreurs. Si vous faites travailler la cellule souche beaucoup plus vite qu'elle ne le peut, elle va sauter des étapes. Et si elle saute certaines étapes, elle va avoir des défauts de glycosylation. Et ces défauts de glycosylation pourraient être évidemment impactants en termes d'efficacité ou d'immunogénicité. Donc, en clair, retenez bien qu'il y a des processus, que ces processus en fait sont validés pour justement diminuer ces problèmes de glycosylation incomplète qui avaient au départ, on l'avait montré, des problèmes de solubilité, d'agrégabilité, de demi-vie et d'immunogénicité, ce qui n'est plus le cas des biosimilaires en 2019. Donc, je vais peut-être passer. Alors, pourquoi on craint ça ? Eh bien, on sait tous que nos biomédicaments, quel que soit l'anti-TNF que l'on utilise, l'infliximab ou l'adalimumab, créent des anticorps. Le taux d'anticorps contre l'infliximab est estimé, dans la dernière étude, à 60%. 60% de nos malades font des anticorps contre l'infliximab, et sur l'adalimumab, les taux sont à la hausse, ils sont d'environ 30 à 35%. Et on voit bien que plus le patient crée une immunogénicité, et moins bien il va répondre. On a des données sur les anticorps et la réponse clinique, comme vous voyez sur le méta-analyse, où les gens qui ont créé des anticorps, cette fois-ci contre l'infliximab, répondaient moins bien, et quand vous avez des anticorps contre l'infliximab, c'est ces malades-là qui vont vous faire des problèmes aux perfusions, avec des réactions aux perfusions. Donc la crainte, c'était de se dire à un moment donné, oui, mais les biosimilaires c'est bien,
mais on ne voudrait pas qu'il soit plus immunogène que la molécule princeps. Je passe là-dessus. Donc, toutes les études, en tout cas, sur les biosimilaires, passent par toujours 3 phases. Il y a une phase in vitro, où le laboratoire qui fait le biosimilaire doit réellement prouver que la molécule est globalement comparable à la première. Donc, c'est un travail important, c'est un travail long, c'est un travail vérifié. Ensuite, il y a toujours une phase 3 sur une des indications du princeps qui vont choisir, c'est la phase 3, ils sont randomisés les gens pour avoir le princeps ou biosimilaire, le but étant une étude d'équivalence, de montrer que la molécule marche aussi bien que le princeps, qu'elle n'a pas plus d'effets secondaires et qu'elle a des problèmes, des éléments d'immunogénicité la même. La troisième, c'est une étude de phase 1, où là on se focalise sur la pharmacocinétique, et là on compare les deux et on va dire, bah tiens, ils ont la même pharmacocinétique, c'est qui marche de la même manière. Et à partir de là, si tout est identique, eh bien l'AMM est donné, et bien entendu, on va les utiliser, et ensuite, ce qui est arrivé pour l'afliximab, vont arriver des études de cohorte, des études de vraie vie, qui vont remonter des données de terrain sur l'efficacité, l'immunogénicité, éventuellement le switch. Alors voilà comment ça s'est passé pour l'infliximab, je prends l'exemple, puisque c'était les biosimilaires. Ils ont commencé par une étude de phase 3 dans la polyarthrite rhumatoïde, où ils ont comparé les 2 molécules. Croyez-moi sur parole, parce qu'il y a beaucoup de graphiques, mais globalement, le biosimilaire qui était l'Inflectra par rapport au Remicade, eh bien, donnait la même efficacité, quelle que soit l'analyse du critère d'analyse, que le princeps. Ils ont continué comme on l'attendait en termes d'effets secondaires. Vous voyez, il n'y a rien qui sortait dans cette étude de particulier. Et ils ont regardé les réactions de perfusion, et donc ils confirment bien, dans cette étude randomisée, que ils avaient fait leur phase 3 qui était équivalente. Ensuite, vous voyez qu'arrive la phase 1. Phase 1, on est qu'en pharmacocinétique. On compare, là, ils ont choisi la spondylarthrite ankylosante. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a plus de malades en rhumatologie qu'en gastroentérologie. Et en général, ils vont plus vite pour leurs inclusions. Ils font de la pharmacocinétique, et bien vous voyez que la pharmacocinétique entre les 2 molécules est totalement superposable. Donc à partir de là, eh bien, le biosimilaire de l'infliximab est arrivé en prenant toutes les AMM que l'infliximab avait. Alors on n'était pas au switch. Ça veut dire que maintenant, notamment pour l'adalimumab, on va attendre, ou en tout cas on va s'intéresser à des études de switch. C'est-à-dire que le switch, c'est vous avez votre molécule princeps, est-ce que vous pouvez switcher votre malade vers son biosimilaire? Eh bien, pour l'infliximab, ça avait été une étude importante. L'étude s'appelle NorthSwitch, c'est une étude norvégienne où l'État norvégien avait décidé de le faire, qui poule toutes les maladies inflammatoires ensemble. C'était des malades qui étaient sous Remicade, qui allaient bien sous Remicade, et là, ils sont randomisés pour continuer le Remicade ou être switchés en son biosimilaire qui était l'Inflectra. Donc c'était important parce que c'était la première étude randomisée. Est-ce que le switch a un impact péjoratif sur les maladies? Vous avez vu que c'était bien fait, il y avait des hypothèses de travail, c'est publié dans Lancet. Alors, les études montrent, ça c'était les critères, je passe, d'inclusion. Voici les résultats. Eh bien, les résultats ne montraient pas d'anomalie particulière de l'un vers l'autre. L'équivalence était prouvée. Il existait il n'y avait pas de non-infériorité du biosimilaire. Alors après, ils ont regardé en sous-analyse quelles maladies les gens avaient, et aucune de ces maladies n'était atteinte significativement de non-infériorité. Et donc ce travail montrait qu'un switch n'avait pas d'éléments péjoratifs chez nos patients. Alors, effectivement, notre problème à nous maintenant, c'est, on n'a pas beaucoup de données, c'est est-ce que si on multiplie les switches, le A vers le B vers le C vers le B, etc., est-ce qu'on ne va pas créer une immunogénicité? On attend les études de multi-switch, on ne les a pas vraiment encore, mais pour l'instant, aucune alerte particulière n'a été rapportée. Vous voyez une autre étude, alors chacun apporte de l'eau à son moulin. Là, c'est une étude qui comparait le biosimilaire versus le Remicade en initiation. Vous voyez que, pareil, eh bien, on n'avait aucune différence. Et donc, ces études nous ont levé peu à peu, il les fallait, les craintes que nous donnaient les biosimilaires.
Alors, une question simple pour les biosimilaires, pour l'adalimumab. Est-ce que vous savez quel est le coût annuel de l'adalimumab Princeps dans le monde? 8 milliards de dollars ou 18 milliards de dollars? On sait que tu aimes l'argent, donc c'est 10 milliards de dollars. Voilà, donc c'est évidemment des médicaments extrêmement vendus. Et vous voyez que dans le médicament le plus vendu au monde, c'est l'Humira, qui a rapporté au laboratoire plus de 18,4 milliards de dollars. Donc il est évident que si on baisse le prix de ce médicament et qu'on trouve un médicament identique ou globalement identique avec des prix moindres, on va évidemment faire des économies de santé. Je dirais que le biosimilaire n'a que ça comme intérêt. Il ne faut pas attendre d'un biosimilaire, je vous le dis parce que je l'ai entendu d'un médecin, il y a son théologue qui dit « je vais vous mettre un autre traitement ». En mettant simplement, il switcher vers un biosimilaire. Ce n'est pas un autre traitement, c'est simplement de mettre le biosimilaire du premier. Donc ce mot n'est pas le vrai. L'intérêt du biosimilaire, c'est qu'il baisse, évidemment, qu'il nous fasse des économies de santé. Donc là, ça dépend pour les réductions. Voici une plaque qui m'avait été envoyée par Aurélien Amiot à Mondor, avec une baisse d'environ 23% du prix. Donc vous voyez que si vous avez beaucoup d'Humira, ça fait évidemment une somme qui à la longue, si elles s'empilent les uns avec les autres, n'est pas négligeable. Alors, évidemment, les choses vont changer un peu parce qu'ils ont testé l'arrivée d'un biosimilaire de l'Ambrelle et le taux de pénétration espéré par l'assurance maladie était de 70% et le taux réel de pénétration n'était que de 17%. Donc, évidemment, ils vont changer un peu leur fusil d'épaule et ils vont créer des incitations à la prescription. C'est ce qu'on appelle l'article 51 sur l'incitation financière à la prescription des biosimilaires. Pour faire très simple, les centres choisis, vous êtes choisis à Limoges pour l'article 51, il y a Cochin, je pense, parce que vous êtes les maîtres des biosimilaires, donc là, ils ne pouvaient pas vous refuser Cochin. Là. Et donc, il y a une incitation, c'est-à-dire que vous revenez, l'argent que le delta que vous allez diminuer en coût, une partie vous est reversée dans le service. Alors ça dépend des contrats. À Saint-Étienne, le contrat stéphanois, il est glauque. Quand même, ça revient à notre pôle. Ah non, mais là, dans le contrat, ils l'ont fait signer comme tel, donc on va suivre. Pour voir si on va continuer à être incité à ça, parce que quand même, un pôle, c'est large. Si ça va à l'endoscopie, tant mieux pour l'endoscopie, mais on aimerait bien qu'il y ait ça, il y a l'inflammatoire. Donc, en tout cas, voilà, il y a des centres, il y a un nombre de centres importants qui ont été incités à passer avec cette incitation et on doit suivre un peu, on a donné des pourcentages et on devra suivre ces pourcentages qu'on avait donnés dans le prérequis. Alors, je passe là-dessus. L'élément, il est que pourquoi ça peut nous être utile? Tout d'abord parce qu'on a vraiment l'impression dans notre stratégie d'utiliser de plus en plus d'anti-TNF. C'est vrai qu'on en parlait hier lors des cas cliniques ou lors du tri to target. On monte très vite des doses, on attaque très vite des traitements. Dans le post-opératoire, on voit bien que les immunosuppresseurs ont de moins en moins de place et que, bien entendu, ces stratégies qui ont prouvé leur efficacité nous imposent d'utiliser des anti-TNF de plus en plus tôt. D'autre part, on a derrière des médicaments. Ces médicaments sont des médicaments encore plus onéreux, malgré tout, mais le vénolizumab, le séclinimab nous apporte des choses, mais ils coûtent. Et bien entendu, il faut faire attention pour que, économiquement, on passe avec toutes ces molécules que l'on a chez les patients. L'élément, malgré tout, qu'il faut que vous connaissiez, c'est que en cas de passage au biosimilaire, notamment, il peut y avoir un effet nocebo. C'est le patient, quand vous lui dites « j'ai mis un biosimilaire, mais rassurez-vous, ça va aller », vous êtes sûr que 15 jours plus tard, il y en a une partie qui vous dit « ah non, alors là, depuis que j'ai le biosimilaire, ça va très mal. J'ai tous les effets de la Terre, ma maladie revient, en gros, en 15 jours, le monde a changé. » Alors on connaît cet effet nocebo, c'est une induction-aggravation par un traitement de symptômes redoutés, attendus ou non d'ailleurs. Il existe, et ça a été bien démontré, des mécanismes psychologiques et neurobiologiques, avec on amène des IRM, des dosages hormonaux.
Le rôle de la suggestion lors de la délivrance de l'information est importante. L'influence de la perception du traitement par le patient au moment où notamment on est confronté à une crise des génériques. Alors vous voyez tous les éléments, je passe là-dessus, mais l'effet nocebo est important et il y a énormément de facteurs qui vont jouer, les médias, Internet, on lutte mal contre Internet, mais il y a des gens, ils vous disent « Oh là là, j'ai vu une personne, elle m'a dit qu'elle était presque morte avec un biosimilaire ». Donc comment prévenir l'effet nocebo? C'est notre rôle en faisant de l'éducation thérapeutique. Il faut dans un premier temps prendre les soignants, les informer et les éduquer, bien analyser les perceptions des soignants, et puis il faut une communication médecin-malade verbale et non verbale avec une éducation thérapeutique. Alors vous voyez que les choses ont changé. Les médecins, il y a longtemps, en 2013, avaient un rôle péjoratif sur le biosimilaire, et depuis, les choses sont beaucoup moins claires que ça, elles s'améliorent dans le temps, et maintenant on les interrogerait que tous les éléments en jaune négatif sauteraient. Donc c'est pour conclure une importance de l'information à apporter aux patients, quel que soit l'endroit où vous êtes, plus vous le faites quand vous prescrivez un biosimilaire, et mieux le patient l'acceptera. Donc l'ETP, il a des rôles, alors après vous inventez des ETP avec des infirmières si vous en avez, des séances individuelles ou personnalisées. Pour conclure, les biosimilaires, il n'y a aucune alerte pour l'afliximab, et pas non plus pour l'instant pour l'adalimumab, mais on manque de données sur l'immunogénicité, mais en tout cas il n'y a pas d'alerte du tout sur l'efficacité puisqu'il y a une équivalence. Les switches vont être à étudier en pratique clinique, notamment avec les adalimumab, pour avoir des corps, pour dire s'il y a eu un impact ou pas. Sur les multiswitches, par contre, c'est vrai qu'on manque de données et qu'il faudra des études scientifiques qui nous permettront de mieux répondre à cette question. En tout cas, il faut en parler et obtenir l'accord du patient pour éviter cet effet nocebo. Et manifestement, ça nous donne une économie de santé importante. Je vous remercie.